Merci Hervé. Bonjour à toutes et tous et bienvenue et surtout merci d'être présents à notre Assemblée Générale. Donc nous allons vous présenter notre rapport d'activité. Rapport d'activité, alors on a choisi les points clés, mais vous pourrez le trouver en mode document, on vous le rendra à la fin de l'Assemblée Générale et il sera aussi prochainement sur notre site internet. Donc le travail de notre FDSEA est un travail d'équipe. Comme vous avez pu le voir cet hiver, on était en période de renouvellement. Donc je remercie les 400 élus, puisque 400 élus, quand on démarre de la commune jusqu'au département, 400 élus se sont engagés pour la FDSEA. Donc je les remercie de s'engager pour défendre notre métier ô combien menacé. Donc nous allons vous présenter le rapport d'activité. Donc comme on travaille en équipe, je vais aussi faire le travail du rapport d'activité en équipe. Donc je vais appeler mes co-acteurs. Donc Laurent Lamort, qui est le co-responsable de la commission environnement, donc qui va m'accompagner. Sébastien Delannery, donc avance-toi, Laurent. Sébastien Delannery, qui est sur le dossier faune sauvage. Michael Jacquemin, responsable de la commission emploi et formation. Et puis Sébastien Mangeard, président du comité de liaison des GFA. Donc je vous laisse vous installer. Donc avant de vous laisser la parole, je vais revenir sur quelques points, essentiellement sur la PAC. La PAC avec ses dures négociations. Et surtout sa mise en place qui a été très très compliquée pour nous tous. Bon, je vais rappeler un peu l'historique, mais rappeler que les propositions initiales ne sécurisaient pas le budget, et c'est quand même un point important, et excluaient de nombreux agriculteurs du dispositif éco-régime. Donc le combat de tous et de la FNSEA a surtout permis de maintenir le budget pour la période 2023-2027, et avec la voie des pratiques agricoles ou de la certification HVE et CE2+, d'accéder aux éco-régimes pour la plupart d'entre nous. La BCAE 7 est aussi plus tolérante, avec la possibilité d'avoir 2 cultures sur 4 ans sur la même parcelle, au lieu d'une rotation à chaque parcelle. Un vrai point positif. L'ombre au tableau, dans un contexte géopolitique tendu, le retour de la jachère, nécessaire pour valider la BCAE 8. On n'y croyait plus, mais si, elle arrive. La proposition de départ consacrait 10% de la SAU en jachère. Grâce à la mobilisation de la FNSEA, c'est au final 3 ou 4% qui est retenu. Et ce retour de la jachère est une véritable erreur de la Commission européenne. Perdre de la capacité à produire dans un contexte difficile est incompatible avec l'objectif de souveraineté alimentaire. Heureusement, la FNSEA a obtenu une dérogation pour 2022 et 2023. Par contre, qu'en sera-t-il en 2024 ? La période de déclaration de PAC aura été éprouvante pour tout le monde cette année. Des modules PAC qui ne fonctionnent pas, des règles d'application connues la veille du 1er avril, des incertitudes et questions sans réponse. Bref, des changements qui s'accumulent et qui s'ajoutent à la profonde réforme du dispositif, qu'il faut déjà s'approprier. Tous les agriculteurs ont peur de faire des erreurs qui coûteraient l'ensemble des aides de l'exploitation et donc mettraient en péril l'exploitation. Un petit exemple, dans le dossier, nous devons cocher si nous demandons les éco-régimes. Au 26 mai, la DDT nous envoie un petit message, 300 agriculteurs avaient validé leur dossier PAC sans avoir coché l'éco-régime. Il serait tellement plus simple que la case éco-régime soit pré-cochée et on valide le dossier. Enfin, la simplicité. Éviter les erreurs qui pourraient être fatales pour une exploitation et perdre de l'ordre de 10 000 12 000 euros sur l'exploitation. Des choses simples, pragmatiques, ce qu'on sait faire, nous, dans le monde agricole. La peur de faire des erreurs dans son dossier PAC entraîne un stress grandissant chez les agriculteurs, un mal-être qui s'ajoute à tous les autres. Je vais rajouter le système de suivi des surfaces agricoles en temps réel, le S3TR ou monitoring, comme on veut, est un exemple mal vécu par les agriculteurs, vécu comme un espionnage permanent de nos activités agricoles.
Certains d'entre nous sont en burn-out administratif, avec des risques importants sur la gestion de leur exploitation et sur leur santé. Est-ce qu'une autre profession vit aujourd'hui ce que nous subissons au quotidien? La simplification administrative tant prônée par les ministres depuis des années, tous les ministres qui passent nous la racontent, n'est toujours pas en place, bien au contraire. Et le fameux droit à l'erreur, où en est-il? Il est grand temps de repenser ce modèle qui tue les agriculteurs à petit feu. Pour revenir sur la campagne PAC, rappelons quelques chiffres pour la FDSEA de la Marne. D'abord, remercier la FNSEA d'avoir réussi un report de 2 semaines, ce qui a permis, on va dire, de mettre en place toutes les actions pour que chacun puisse faire son dossier dans les meilleures conditions, puisqu'il y avait à un moment donné un bouchon dans les services d'accompagnement. Notons que cette année, c'est plus de 900 dossiers PAC qui ont été réalisés par Fédéconseil, donc un bond important par rapport à l'année dernière. 500 appels de nos adhérents au service syndical pour avoir des réponses et traiter les interrogations de nos agriculteurs. Nous avons réuni 5 réunions d'arrondissement sur la politique agricole commune, sur la mise en place, et 12 AG thématiques durant l'hiver auprès de nos adhérents. Autre changement pour cette année, la refonte du dispositif aléas climatiques. Réforme nécessaire et demandée par l'ensemble de la profession. On retiendra un engagement de l'État de 680 millions d'euros. Et donc, depuis le 1er janvier, les agriculteurs peuvent souscrire une assurance multirisque climatique universelle qui applique 100% du règlement Omnibus. Donc, seuil de perte à 20%, soutien public à hauteur de 70%, et pour les risques les plus élevés, prise en charge à 90% par le Fonds de solidarité national des indemnisations versées aux assurés. Alors, à notre avis, il reste quelques points noirs à résoudre dans ce dispositif climatique, qui est la méthode de calcul de la moyenne olympique. Et on pense réellement qu'il faudrait retirer, ce qui serait logique, retirer les années où un aléa a été constaté sur la culture. Ça permettrait d'améliorer finalement la moyenne olympique des exploitations et donc de rendre le dispositif plus attractif, mais surtout plus sécurisant pour les exploitations, parce que c'est bien l'objectif. Alors quand je parle d'aléas, on se rappelle d'un mauvais souvenir 2022 pour nous les éleveurs. La sécheresse, alors la sécheresse tout le monde l'a vécu, mais les éleveurs avaient eu une vraie difficulté à nourrir leurs troupeaux. Donc ce qu'on a fait, on a logiquement ouvert un dossier calamité, encouragé par le ministre de l'Agriculture lors de son passage à la foire à Châlons. Il s'était engagé en disant on accompagnera la sécheresse chez les éleveurs par le dispositif calamité. Naturellement, comme beaucoup de départements, notre dossier est passé en commission nationale avec un refus. Donc notre dossier a été recalé. Aujourd'hui, nous avons fait un recours auprès du ministère il y a maintenant 2 mois. Et ce recours, il est sans retour. Donc ça fait 2 mois qu'on attend une réponse du ministère. Donc il est bien regrettable que le ministre de l'Agriculture s'engage quand il vient sur les territoires. Et globalement, 6 mois après, il n'a pas tenu sa parole. Résultat, les agriculteurs subissent la sécheresse sans accompagnement. Le revenu passe par une plus juste rémunération. Donc l'ensemble des sections animales poursuivent le travail et le renforcement de la loi Egalim, loi qui oblige à contractualiser, ce qui permet de sécuriser, dans un contexte de fluctuation, de sécuriser son prix de produit. La proposition de loi d'Escrozaille permet de renforcer la loi pour une plus juste rémunération de notre production en limitant les reventes à perte, l'encadrement des promotions pour limiter la guerre des prix. On déplaise à Bruno Le Maire qui est plutôt à forcer la main pour baisser l'ensemble des prix des produits à la distribution sans se soucier si la rémunération redescend chez les producteurs. L'objectif de la loi, elle est bien là, de contractualiser et de faire une marche arrière pour finalement ramener de la valeur dans nos exploitations. Le revenu de nos exploitations passe aussi par la valorisation, bien sûr par la valorisation de nos productions, mais aussi par notre compétitivité. Donc de nombreuses actions sont menées dans ce sens-là, et donc on va vous présenter une petite vidéo de la FNSEA sur les actions de compétitivité qui ont été menées durant cette année. Je ne sais pas qui la met en route.
Dans le contexte mouvementé actuel, il reste indispensable de doter les exploitations d'outils de compétitivité. La FNSEA a très largement contribué à la mise en œuvre de dispositifs de soutien aux trésoreries des exploitations pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Le plan de résilience dédié comprend plusieurs mesures. Un dispositif de prise en charge de cotisations sociales pour les producteurs les plus touchés par la hausse des charges. La FNSEA a obtenu le passage de l'enveloppe de 75 à 150 millions d'euros, puis à 171 millions d'euros. À ce dispositif s'ajoute celui élaboré pour contrer la hausse du prix du gasoil non routier. Il allie remise à la pompe, remboursement anticipé de la TICPE 2021 et un acompte sur la TICPE 2022. La FNSEA a obtenu également une aide pour les entreprises énergo-intensives et un amortisseur du prix de l'électricité. Le plafonnement pour les TPE obtenu à hauteur de 280 € le mégawatt n'est pas suffisant et nous continuons le travail. De plus, nous avons obtenu une aide de 489 millions d'euros pour l'alimentation animale à destination des éleveurs les plus impactés. Cette aide est complétée par un passage de 10% à 5,5% du taux de TVA sur l'alimentation animale et les biens pour la production agricole. Une vraie bouffée d'oxygène pour les trésoreries des exploitations concernées. Nous avons aussi obtenu une enveloppe complémentaire en soutien à la filière porcine, ainsi qu'un dispositif de prise en charge de cotisation MSA. Donc toutes ces actions ont pour objectif de réduire les coûts de production sur nos exploitations. Je pense que c'est essentiel quand on est sur des marchés perturbés, mais aussi de maintenir certaines exploitations. Voilà, par exemple, des filières comme la filière porcine qui était fortement impactée. Ça a permis aussi de maintenir des cheptels pour aujourd'hui finalement rentrer dans une phase plus favorable. Si on avait perdu ces cheptels-là, eh bien, à chaque fois, c'est de la production en moins sur nos territoires. En octobre dernier aussi, nous avons, dans un contexte difficile d'approvisionnement en carburant, nous avions organisé une rencontre avec monsieur le préfet sur le dossier. Et nous avions également mis en place un système d'entraide entre agriculteurs pour éviter la pénurie de gasoil. Donc des échanges entre agriculteurs qui avaient du stock de carburant et ceux qui n'en avaient pas avaient permis finalement de pouvoir faire nos activités agricoles sans pénurie. Voilà, j'ai terminé sur ma partie. Je vais maintenant laisser la parole à Laurent Lamort. Je vais l'inviter à prendre la place au pupitre à gauche. Il va nous parler d'un dossier ô combien important, la partie environnement de nos exploitations. Donc voilà, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. La santé... La société évolue. La société évolue. Les citoyens prennent conscience que notre climat change, que notre planète est potentiellement en danger. Ils demandent des comptes et notre profession n'échappe pas à ces demandes. C'est pour cela que le dossier environnement a pris de l'épaisseur au fil des années. Nous avons eu la bonne idée de nous mettre à deux, Jean-Marie Delannery et moi-même, pour piloter celui-ci. Nous sommes avant tout des agriculteurs qui doivent produire pour nourrir les hommes et les femmes et défendre nos moyens de production. Dans notre région, bien sûr, on parle des néonicotinoïdes. L'arrêt brutal suite au recours d'une ONG environnementale, nous l'avons ressenti comme un coup d'épée dans le dos, car ce n'était pas prévu cette année. L'avenir proche nous dira si la récolte de nos betteraves a été plus ou moins affectée par cette interdiction, car il n'y a pas d'alternative à ces produits à ce jour. Que penser de l'affaire du phosphine? Et de là, que penser de l'ANSES? Cette matière active qui protège nos céréales destinées à l'export est d'un coup interdite en France. Et donc, nos grains restent dans notre pays. L'ANSES, dirigée par une poignée d'incapables, a encore frappé. Heureusement, le travail syndical a permis de rectifier le tir et de faire entendre raison à ces bureaucrates de Bagnéo. De nombreuses matières actives sont dans le collimateur de l'agence. Certaines sont sans doute dangereuses et doivent disparaître, mais d'autres
doivent être maintenues en attendant une alternative crédible. La vigilance est de mise. Depuis l'année dernière, le plan pollinisateur est entré en vigueur. Nous devons le respecter à la lettre, car les citoyens nous observent. Notre culture de colza est la plus concernée par cet arrêté. Ce sont des contraintes supplémentaires, des traitements, c'est le soir, 2 heures avant et 3 heures après le coucher du soleil. Un petit mot de notre charte riverain. Elle a été approuvée en septembre 2022 avec quelques contraintes supplémentaires concernant les produits CMR. Elle a été attaquée dans les derniers jours de l'enquête publique par une association environnementaliste. Vous savez, les écologistes qui perdent leur esprit bien avant leur mort. Ces écologistes qui trouvaient cette charte trop laxiste. Toutefois, elle reste applicable en l'état tant qu'elle n'est pas cassée. La réglementation. Depuis que nos dirigeants de coopératives ont décidé de fermer les silos, aux grandes dames des agriculteurs de base, nous devons stocker nos engrais. Les engrais azotés à haut dosage, c'est-à-dire au-dessus de 28 et jusqu'à 34,5%, étaient dans le collimateur du législateur pour abaisser le seuil de manière drastique. Notre syndicat s'est fermement opposé à ces dispositions et nous avons pu conserver la réglementation actuelle sans de nouvelles contraintes. La directive nitrate. Nous sommes désormais au 7e programme d'action. Comme vous le savez, le plan est d'abord national, avec des directives précises. Là encore, nous avons obtenu de vraies avancées par rapport au plan initial. Le bon sens a primé, notamment concernant les intercultures courtes qui ont été abandonnées avant les céréales d'automne. Il convient maintenant de décliner le plan à l'échelle régionale. Les points durs qui sont les périodes d'épandage, les intercultures, mais surtout la protection des captages. La liste que nous venons de prendre connaissance est grande et nous serons plus ou moins tous concernés par les ZAR, zones d'action renforcée. L'application de la nouvelle directive nitrate est prévue en janvier 2024. La cartographie des cours d'eau. Nous sommes arrivés à la fin. Il reste un petit secteur très facile, le Perthois. Si vous ne voulez pas que tous vos fossés de drainage soient classés en rivière, c'est le moment. Les agents de l'administration ont fait le travail et à nous, agriculteurs, de voir si cela nous convient. Après, il sera trop tard. Nous pouvons organiser des sorties de terrain pour trouver un accord avec les agents. La discussion n'est pas toujours facile, mais elle existe et eux aussi subissent la pression de la société. C'est pour cela que nous avons décidé de rencontrer les gens de l'OFB à notre prochaine commission environnement. Il est primordial d'instaurer le dialogue avec les instances, de comprendre leur mission et d'essayer de nous comprendre, même si ce ne sera pas facile. Je vous remercie de votre attention. Merci Laurent. Je pense que ce qu'on doit retenir aussi, c'est que voilà, il y a quand même beaucoup d'atteintes sur les moyens de production. Je pense que par exemple les NNI, c'en est un. Et nous, ce qu'on demande, c'est pas d'interdiction sans solution. Et la semaine dernière, sur une grande radio, un spécialiste, Jean Covici, qui expliquait que si on utilisait trop d'insecticides sur la betterave, il fallait faire autre chose que de la betterave. Donc il y a bien autre chose à faire, enfin il y a bien d'autres stratégies. Il aurait pu très bien dire que la génétique évoluait et qu'à l'horizon 3-4 ans, on aurait, ou même peut-être 2-3 ans, on aurait des solutions pour produire de la betterave sans insecticides. Mais c'est tellement facile de dire, et là j'interpelle nos élus, c'est tellement facile de dire on arrête la production, faites autre chose. Mais moi je pourrais très bien lui dire aussi, mais faites autre chose monsieur, vous racontez beaucoup de bêtises. Voilà. Je laisse la parole à Sébastien sur le dossier Sébastien Lannery sur le dossier faune sauvage entre autres, communication et dynamique projet. Voilà Sébastien. Merci Laurent. 7 minutes Maxi. Parce que là je crois qu'on va être. J'ai négocié les minutes tout à l'heure avec certains. Alors faut que je zappe.
moi je vais parler de dégâts de gibier pour bien démarrer. Dégâts de gibier, alors c'est pas notre plus gros dossier cette année, on a d'autres soucis plus importants qui nous cassent les pieds en ce moment. Un petit point sur dégâts de gibier tout de même. Bon, une note qui est très salée pour les chasseurs sur la récolte 2022, une hausse des prix mais une hausse des volumes. Des prix, on les a connus, les prix 21 à 22, une sacrée différence. Alors, comme sur nos exploitations, les chasseurs ont eu accès au plan de résilience. Au niveau national, c'est une enveloppe de 20 millions d'euros qui était mise à disposition de la Fédération des chasseurs pour pouvoir indemniser correctement les agriculteurs. Dans la Marne, c'est une enveloppe de 600 000 euros qui a été utilisée et qui a été intégralement reversée aux agriculteurs. Ce plan d'aide aux chasseurs peut déranger certains, mais il a servi à tout soit pris en charge, sachant que certaines fédérations des chasseurs pouvaient être mises en défaut et déposer le bilan. Mais au cours des derniers comités techniques locaux, ce qu'on appelle les CTL, donc Olivier qui représente la Fédération de chasse, a su rappeler à tous les chasseurs que l'aide n'était pas reconductible et qu'il fallait que les chasseurs fassent ce travail. Les attributions des bracelets sangliers ont été faites dans ce sens aux chasseurs de les réaliser. En février dernier, la veille de Saint-Valentin, nous avons eu à Paris une réunion, une très belle réunion, Christiane, qui parlait des échanges, un partage chasse-agriculture. C'était l'aboutissement de quelques mois d'échanges parfois très tendus entre la FNC et la FNSEA, les agriculteurs revendiquant leur ras-le-bol des dégâts et les chasseurs revendiquant un peu le manque de biodiversité dans nos plaines. À ce sujet, avec le plan de relance de plantant des haies, dans la Marne, c'est 75 km de haies qui ont été replantés récemment. Et ces travaux ont abouti à un accord national qui a été signé au Salon de l'Agriculture, un accord qui vise à réduire les dégâts de grand gibier de 30% d'ici 3 ans. Donc ça a été longuement travaillé, longuement réfléchi, avec des boîtes à outils qui apparaissent et qui peuvent donner d'autres solutions pour prélever plus de sangliers. Alors peut-être le retour de la chevrotine dans certains secteurs. Aujourd'hui, le chasseur nous dit c'est vrai qu'en zone périurbaine ou dans les zones délicates, c'est difficile à tirer à balle et la chevrotine permettrait beaucoup de solutions. Après, on a aussi les zones non chassables. Les communes ou toutes les associations quelconques environnementales qu'on a aujourd'hui qui ne veulent pas de chasseurs dans leur territoire, mais qui provoquent beaucoup de dégâts. Et puis un dossier qu'on a soutenu, nous, c'est l'agrainage en forêt. Alors on a connu peut-être de l'agrainage, c'est même plus de l'agrainage, c'est du nourrissage. Il y a eu des dérives de la part du monde de la chasse, ces dérives sont en train d'être remises à leur place. Et nous, on défend l'agrainage de dissuasion. L'agrainage de dissuasion, c'est 50 grammes au mètre carré sur 100 mètres à tant de distance des cultures. Il faut à tout prix que le sanglier soit maintenu en forêt. Aujourd'hui, on n'a plus de clôture, parce que plus de glyphosate sur les clôtures électriques autour de l'ONF. Le sanglier, quand il a faim, il sait où s'adresser, il vient de nos parcelles. Et on a d'autres... bon, c'est tout. Le dossier des grands gibiers, les chasseurs vont gérer, il n'y a pas de souci. C'est eux qui assument, qui indemnisent. Mais on a d'autres soucis aujourd'hui avec d'autres nuisibles qui sont le pigeon ramier et les corvidés. Bon, j'ai eu l'occasion encore d'en parler ce matin au café d'accueil. L'an passé, je vous parlais d'un arrêté de lutte collective autorisant le piégeage des corneilles. Alors cet arrêté avait été pris, sans souci, sans problème, mais faute à l'Ukraine, pas de ferraille pour monter les cages, pour acheter les cages. On a commencé à piéger, on va dire, au 15 juin, à cette date. Donc un piégeage peu efficace. Cette année, on a demandé à la DT de nous reconduire le même arrêté. Donc c'était bien parti, sauf que pour avoir un arrêté de lutte collective, il faut avoir la signature d'un OVS, un organisme à vocation sanitaire, qui nous, dans le Grand Est, n'est autre que la Fredon Grand Est, qui a le droit de signature, qui a le monopole sur ces signatures, mais qui nous demandait une bonne somme pour assurer l'encadrement de la lutte collective. Donc on a eu des grandes discussions, des grands échanges, comme on disait avec Laurent, on a été pris en otage, parce que pas de financement, pas de signature, donc pas de moyen de piéger les corbeaux. Alors, je vais remercier le conseil départemental qui a su négocier avec la Fredon pour le mettre en place. Le piégeage est en place, c'est compliqué. Les corneilles se posent sur les cages, mais n'y rentrent pas. Donc, c'est des animaux très intelligents. Donc, je voudrais... Les petites photos que vous voyez là, il y a une corbotière. Mais chacun doit prendre ses responsabilités. La corbotière que vous voyez là, quand vous venez de la Carentotte, vous sortez, elle est juste au-dessus. Donc, qui est responsable de cette corbotière ? La ville de Saint-Mémy, le conseil départemental, ce ne sont pas les agriculteurs. Là, on a une 50aine de nids. Pour exemple, la ville de Suippes vient de prendre un arrêté pour gérer ses corbeaux. Ils ont recensé 1500 nids de corbeaux sur la ville de Suippes. Sachant qu'une corneille pond entre 5 et 6 œufs par an, imaginez ce que ça provoque.
Nuisance agricole, mais également nuisance pour le reste de la population. On sait que les corneilles attaquent les pare-brises, les joints de baies vitrées, et puis tout ce qui se passe autour. Donc voilà, le sanglier, les cervidés sont pris en charge, et là, on a ce problème-là. Pour simplifier les années à venir, et ne plus avoir ces problèmes de lutte collective, ce qu'on vous propose, c'est que ce soit nous, les agriculteurs, de nous prendre en main. Donc j'invite tous ceux qui ne l'ont pas à passer le permis de chasse et à vous former au piégeage. Ça nous donnera plus de liberté tout en respectant la loi, mais ça nous donnera plus de liberté pour gérer un peu ces oiseaux. On a une application qui vient d'être créée par les chambres d'agriculture France. C'est une application sous laquelle on peut enregistrer tous les dégâts nuisibles qu'on peut observer. Donc vous avez une application sur le téléphone, vous faites une photo, vous renseignez ce que ça coûte, et tout est recensé, et on aura à terme exactement les oiseaux, les animaux qui nous embêtent, et les sommes auxquelles ils correspondent. C'est sûr que quand on n'a pas d'éléments, qu'on arrive en commission ESOD avec la LPO et Marne Nature Environnement qui est là, il est difficile pour nous d'aller justifier que telle ou telle espèce reste dans les listes. Et puis dans ces listes, je n'oublie pas, apparaissent la grue cendrée et le cygne. La grue cendrée, dans le secteur du bocage, c'est pour l'année précédente, c'était 76 dossiers ouverts, donc sur la région Grand Est. Donc ça, c'est des photos, c'est une vidéo de l'année. C'est 83 hectares détruits et pour une somme d'à peu près 93-95 000 euros. Quand on a connu le printemps qu'on a connu, donc la zone du bocage, qui est des terres assez lourdes à travailler, au mois de février, les orges ont été semées plus tôt. Sauf que 8 jours après a eu lieu les grandes migrations. Aujourd'hui, on est à 300 dossiers ouverts. Et le maximum, le record sur un dossier, c'est 42 000 euros chez un agriculteur de la Haute-Marne. Donc j'imagine que l'enveloppe de 200 000 euros qui était allouée par le conseil régional ne suffira pas et que nous allons encore avoir des agriculteurs qui vont devoir subir. J'en ai fini avec la faune sauvage. Je ne voulais pas rentrer sur le sujet. On a eu une commission loup hier à l'été. Je regarde un petit peu pour l'année prochaine. Voilà, je vais changer de sujet, je vais parler plus de notes positives. Avec les fermes ouvertes qui viennent de se terminer la semaine passée sur le département. Donc une communication positive par rapport aux enfants des écoles. En 2022, c'était 700 enfants provenant de 28 classes chez 7 agriculteurs différents. On a une petite baisse d'agriculteurs qui avaient envie de partager leur métier cette année. Bon, c'est toujours à peu près autant, c'est 613 enfants de 34 classes. Mais je vous rappelle, chers collègues agriculteurs, que sans la mobilisation des agriculteurs des fermes ouvertes, ça n'aura pas lieu d'exister. Il est important de participer et d'ouvrir nos exploitations. En 2024, on va essayer une nouvelle stratégie, c'est de prévenir les écoles beaucoup plus tôt, c'est-à-dire que les enseignants qui veulent monter un projet le montent et les infos directement là, au mois de juin pour l'avoir à la rentrée. Et puis il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir. Accueillir des enfants dans nos fermes, ce n'est pas un contrôle de la LSV, ce n'est pas un contrôle de la LDT. Je pense qu'il y a pire. Ça fait passer un bon petit coup de balai et nettoyer la cour de ferme. Et c'est toujours agréable de répondre à des enfants qui ont plein de questions naturelles. Et puis, sujet qu'on m'a chargé de vous présenter, c'était de vous parler du Dynamique Projet. Donc, le Dynamique Projet, chez nous, c'est 7 clubs. L'agriculture de conservation, l'élevage, le bio, les abeilles, le photovoltaïque. Donc, photovoltaïque, voilà, qui a beaucoup de projets aujourd'hui, la méthanisation et l'agriculture connectée. C'est 456 agriculteurs inscrits et répartis sur ces 7 clubs. On a 2 concours récurrents tous les ans. Donc le concours du Trophée IDEA, c'est un concours entre les lycées, souvent agricoles, avec différents projets, des idées qui apparaissent et parfois des dossiers, des idées très intéressantes de la part des étudiants. Le concours Sortez couvert, donc c'est à celui qui aura le plus beau couvert. Alors, il y a des années, quand on n'arrive pas à les semer, il y en a qui arrivent, donc à comparer les bonnes méthodes. Et la remise des prix avait lieu la semaine dernière sur une journée de démonstration avec 10 semoirs différents de semoirs à semis direct. Ce sont toujours des expériences et des retours intéressants. Et puis, Dynamique Projet, c'est 4 formations, une conférence, des rendez-vous terrain avec des spécialistes. Et puis un voyage d'études qui s'est terminé la semaine dernière, ou il y a 10 jours, où les participants sont allés voir ailleurs ce qui se faisait de bien.
Voilà, pour avoir des retours et des comparaisons vers certaines pratiques qu'on n'a pas chez nous, qu'on pourrait mettre en place. Dans le sud, ils ont déjà de la chaleur depuis longtemps. La chaleur monte chez nous. Peut-être qu'un jour, on sera confronté aux mêmes problématiques. Voilà, je vous remercie. Merci Sébastien. Ouais, je pense qu'il y a un chiffre qu'il faut retenir, 75 km de haies plantées dans la Marne en 2022. Voilà, la même chose quand on entend des fois aux chaînes de radio qu'il ne se passe rien sur les territoires, mais qui viennent voir ce qui se passe dans les territoires. Les agriculteurs sont en action, ils sont prêts à faire évoluer les choses, et donc voilà, il y a du travail de fond et des choses concrètes sur le terrain. Après, revenir sur les corps vidés, je pense que Sébastien a raison. Il faut qu'on s'y mette tous ensemble et peut-être organiser dans les villages ou à 3-4 villages des battues de corbeaux. Alors ça ne fait pas rêver les chasseurs, mais il faut qu'on trouve une solution pour les accompagner, peut-être financer les cartouches ou autres. Et puis sur la communication, je pense que c'est un point très important. Alors il y a la communication effectivement auprès des écoles, mais auprès du public aussi, mais aussi auprès de nos grands décideurs, parce que quand on se rappelle du petit message de la Cour des comptes, du rapport de la Cour des comptes il y a une dizaine de jours, avec la conclusion terrible de dire il faut réduire la production de viande, chose qui est déjà en place, puisque ça fait plus de 5 ans où la décapitalisation se met en place, elle va bien assez vite, il y a un grand passage de renouvellement de génération, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter un cran, les choses vont s'organiser sur le terrain, et toujours produire moins pour importer dans des conditions de production différentes. Enfin, à un moment donné, je ne sais pas où elle est la réflexion économique et stratégique et environnementale. Voilà, Michael, je te laisse la partie emploi et formation, et puis eau et carte moisson, donc tu as pas mal de dossiers. Là, on a déjà consommé notre temps, je vous le dis comme ça, mais... Merci Laurent. Bien. Merci Laurent. Donc oui, introduire par déjà remercier tous les membres de la commission emploi et formation qui participent activement avec moi pour gérer tous ces dossiers stratégiques. On est FNSEA considéré comme l'organisation patronale représentative. Représentative vis-à-vis des pouvoirs publics, mais aussi des partenaires sociaux, les organisations salariales. Ça nous amène des droits, mais aussi beaucoup de devoirs, donc une grosse implication nécessaire de tout le réseau. On s'est donné comme objectif, plusieurs objectifs, c'est conserver et être en veille sur la partie compétitivité, parce que l'emploi peut être aussi un facteur de pénalisant vis-à-vis de la compétitivité, mais aussi un objectif d'attractivité, et ce n'est pas forcément contradictoire. Donc voilà, c'est tout le travail qu'on essaie de mener, mais aussi avec beaucoup d'accompagnement auprès des employeurs, parce qu'ils en ont énormément besoin. C'est des sujets qui sont quand même très compliqués à gérer sur nos toutes petites entreprises. Dire les acquis, aujourd'hui on a réussi à obtenir le maintien, encore quelques années, du TODE, donc ça concerne l'exonération des charges sociales pour les saisonniers entre autres. Nous avons donc une convention collective nationale donc, qui est applicable depuis quelques années maintenant au niveau national. Toujours est-il qu'on a fait le choix de maintenir du dialogue social sur nos départements, dans nos territoires. C'est ce qu'on fait dans le département de la Marne. Donc, on a proposé aux partenaires sociaux, aux organisations salariales, de retravailler un accord territorial qui reprend en grande ligne l'ex-convention collective départementale. Aujourd'hui, ça a été porté à la signature. Donc, nous avons fait environ une réunion par mois avec les organisations salariales. On a pris l'initiative de porter ce document à la DRETS pour mettre à signature. On a malheureusement sur les 5 centrales syndicales qu'une seule centrale qui l'a signé, c'est la CFDT, avec qui on arrive à travailler. Les autres sont sur un blocage de posture. Donc ça nous amène quand même à des difficultés voilà, locales, mais globalement au niveau national, c'est la même posture. On a des organisations salariales qui sont très très dures. Les actions qu'on mène au niveau territorial, avec nos particularités de régions céréalières et céréales à paille, c'est la nécessité de pouvoir faire des récoltes, les moissons dans de bonnes conditions météorologiques. Donc la demande d'une dérogation collective auprès de la DRETS sur la dérogation du temps de travail. Ça fait quelques années que je vous alerte sur le fait que ça va être de plus en plus compliqué. On a encore réussi à obtenir pour la récolte 2023 une dérogation à 72 heures pendant 4 semaines, mais aussi 4 semaines supplémentaires à 66. On est le seul département aujourd'hui à obtenir encore ce type de dérogation. La directrice de la DRETS Marne est à notre écoute. Elle comprend nos problématiques. Elle a juste une difficulté hiérarchique. Grand Est qui lui demande de ne plus signer ce type de dérogation, donc elle se met en difficulté, et elle se met en difficulté aussi avec ses agents de contrôle et d'inspecteurs sur le terrain, qui sont plutôt dogmatiques et qui disent « mais vous vous rendez pas compte, 72 heures c'est plus que 2 fois 35 ». Et oui, en effet, c'est une période où on a besoin de travailler un peu plus que 35 heures. Donc
Merci. Pour essayer d'étayer et donner des arguments à la directrice de la DRETS Marne, on va lui proposer, on l'a déjà invitée, mais on n'a pas la date et on n'a surtout pas le lieu, l'inviter pendant la période de moisson pour qu'elle rencontre, qu'elle visualise, qu'elle échange avec des salariés de nos exploitations agricoles. Et en fait, nos salariés veulent faire des heures parce que c'est l'aboutissement d'une année, quand même, d'une campagne complète. Et c'est aujourd'hui, dans les conditions de travail qu'on propose à nos salariés, les moissons, ce n'est plus un sujet. Donc voilà, on souhaiterait vraiment être accueillis sur une exploitation agricole, idéalement sur le secteur de Châlons. Donc s'il y a des agriculteurs qui ont des salariés, des employeurs ici présents et qui souhaiteraient jouer le jeu de cette visite, venez me voir, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé. C'est toujours... Certains me disent, mais c'est quand même délicat de venir faire rentrer l'inspection du travail sur l'exploitation, mais là, c'est qu'une visite. Voilà. Contrôle courtoise. Voilà. Donc dans l'accompagnement également, en partenariat avec du financement de notre OPCO, donc qui s'appelle OCAPIAT, anciennement FAFCA, donc c'est beaucoup de sigles. Donc la FDSE de la Marne accompagne et met en place un dispositif qui s'appelle Défi Emploi, qui permet en fait de financer le temps de formation que nous, employeurs, en consacrent lorsqu'on accueille des nouveaux salariés sur nos entreprises. Donc c'est un dispositif très simple au niveau administratif, parce qu'en fait c'est la FDSEA qui est référencée et qui s'occupe de la partie administrative, qui est financée pour ça d'ailleurs par l'OPCO, et c'est l'employeur qui reçoit une contribution pour le temps passé à former son salarié dans la nouvelle mission dans l'entreprise. Également un accompagnement sur le document unique d'évaluation des risques. Donc on a un outil réalisé par la FNSEA qui s'appelle Sistera. Donc on ne peut que vous inciter à faire s'il n'est pas fait et surtout à le mettre à jour. Donc c'est un outil en ligne. Rapprochez-vous de Béatrice ou de Anne-Sophie au niveau de la FDSEA. Ils sauront vous donner les bons éléments. Un gros travail de communication et d'information, donc au niveau local par des articles dans la Marne agricole qui sont insérés régulièrement, mais aussi au niveau du Grand Est. Donc on contribue aussi à rédiger ce type d'articles avec des fascicules info-emploi, un peu dans le même esprit que l'infopack, où là vous avez de A à Z comment procéder pour être entre guillemets un bon employeur, en sachant que voilà, tout n'est pas forcément écrit et on vous incite et vous conseille de vous rapprocher parfois des juristes pour faire les choses en bonne et due forme. Et on a souhaité aussi compléter ce cahier donc info-emploi par un cahier sécurité, où là on traite vraiment de la sécurité et c'est un élément à prendre évidemment en compte. Sur la partie attractivité aussi, tout le travail de communication positive. Donc c'est un travail de tous les jours, donc on essaye de tous y contribuer. On est présent évidemment à la foire de Châlons et on invite régulièrement les agents Pôle emploi pour que voilà, les échanges entre nous et en fassent bien connaissance, pour bien qu'ils appréhendent nos attentes en tant qu'employeurs. Par l'ANEFA, des actions sont aussi mises en place sur le territoire. Donc c'était par exemple en 2022, le 22 mars, place à l'Agri, donc sur une place à Châlons-Champagne, à proximité du marché. Donc nous étions présents, il y avait un tracteur, il y avait des exposants, il y avait des employeurs, pour vraiment essayer de sensibiliser aussi la cible des citadins que l'agriculture recrute, et on propose des belles carrières, et c'est des métiers qui donnent du sens à sa vie. Donc tout le dispositif aujourd'hui porte autour du slogan « Ose l'agriculture ». On a aussi le ministère de l'Agriculture qui s'est impliqué avec du financement sur l'aventure du vivant. Vous avez peut-être vu des spots publicitaires sur les télés, c'est important de le faire savoir, mais aussi un camion qui tourne dans les départements et dans les régions, donc à l'effigie de l'aventure du vivant. C'est financé par le ministère de l'Agriculture pour essayer de sensibiliser les collégiens à identifier nos métiers et pouvoir éventuellement s'orienter sur des écoles d'agriculture. Donc là, on est sur un travail à long terme. Et c'est aussi la FNSEA qui a lancé un plan, qui a investi dans la communication sur du long terme auprès du Tour de France. C'est un élément important, grand public, très convivial, avec notre slogan « Ma nature, mon futur, l'agriculture ». Donc Christiane Lambert pourra peut-être en témoigner, mais c'était vraiment un bel événement. Il sera renouvelé encore quelques années. Et on a été applaudis lorsque la caravane passait, donc ça fait toujours chaud au cœur quand on est sur des événements grand public et que l'agriculture se fait applaudir. Voilà, globalement sur la partie emploi, Laurent. mais c'est encore autre chose. Vas-y, déroule. On continue. Donc là, l'eau.
Donc sur l'irrigation, donc sans transition, dans le département de la Marne, on a toujours été en proactivité et en échange avec l'administration, la DDT, sur la gestion volumétrique par quota, avec des arrêtés préfectoraux qui sont signés régulièrement. Alors on n'est pas forcément toujours en phase, pas toujours d'accord. Il y a des procédures en cours, parce qu'on remet en cause le fait que l'administration ait, de manière un peu unilatérale, imposé un quota maximum disponible d'eau, donc 18,5 millions de mètres cubes au niveau du département. C'est basé sur aucune étude. Donc on remet en cause ce dispositif, qui est quand même contraignant aujourd'hui. Aujourd'hui, les irrigants ont reçu leur volume quota affecté par exploitation avec une réfaction, parce qu'on s'est donné comme règle de ne pas dépasser 18,5 millions de mètres cubes. Donc cette règle-là, elle va a priori rapidement disparaître, parce qu'une nouvelle étude a été mise en place sur le territoire globalement Grand Est, avec pour objectif un nouvel arrêté en 2024. Donc on est en étroite relation avec les services de la DDT pour essayer de négocier au mieux. Aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir des bassins en difficulté parce que les ressources, la nappe sur certains bassins est plutôt faible. Il y a d'autres bassins où on est plutôt excédentaire. Donc la règle, c'est plutôt de dire il y a des endroits où il va falloir peut-être travailler sur des éléments peut-être de stockage, peut-être savoir capter l'eau où il y a des réserves, où il y a de la nappe suffisante pour pouvoir la transférer sur les zones un peu plus en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, on a des agriculteurs, des agricultrices qui ont investi beaucoup dans de la diversification, dans du matériel, dans du stockage, dans de l'irrigation. Il faut absolument que ce modèle économique puisse être maintenu sur notre département, c'est stratégique. Alors, difficile de ne pas évoquer la situation actuelle hydrologique. Alors évidemment, beaucoup de stress pendant l'hiver, parce qu'un hiver très peu humide, un début de printemps plutôt humide qui a permis quand même malgré tout de maintenir une recharge des nappes, une augmentation de la recharge, même si aujourd'hui elle n'est pas suffisante, mais la recharge s'est poursuivie dans le temps. Mais aujourd'hui, donc depuis quelques semaines, voilà, c'est de nouveau sec. Les enrouleurs sont aujourd'hui en place. Ils ont été mis en place un peu plus tard qu'une année normale, donc on a gagné parfois un tour ou 2 tours d'eau. Donc on espère que par cette nappe un peu particulière de la craie, on puisse malgré tout pouvoir finir l'irrigation des cultures visées, légumes en l'occurrence dans la Marne, sans que des arrêtés viennent trop vite nous perturber dans notre organisation. Et puis ensuite, sans transition non plus, donc la carte moisson, donc c'est vraiment le service qui vous est destiné à vous, adhérents. C'est le service plus. On est évidemment en attente et en veille sur vos attentes. Il existe un comité de pilotage où on écoute des utilisateurs, il y a un comité d'utilisateurs qui travaille sur ces sujets-là. Si vous avez envie de vous mobiliser, si vous avez des idées, des attentes, des besoins, faites-le savoir. On a déjà déployé beaucoup de services, mais on peut encore faire mieux. On a travaillé par exemple sur des achats groupés de pellets, des trémies, donc ce qu'on appelle les trémies qui permettent de sécuriser les semis, donc la semence dans des trémies tôles. Donc c'est 70 trémies qui ont été achetés collectivement avec un acteur local, Esterné, l'établissement Royer. Par rapport au recyclage de nos bidons vides, donc on a tous nos saches, mais parfois on n'est pas équipé avec le support qui va bien, donc on a fait un achat groupé. Voilà, beaucoup d'exemples dans ce sens. Un élément très très favorable aussi, c'est la possibilité et l'accompagnement avec un partenaire Énergie France qui peut vous accompagner dans la négociation et le meilleur choix sur l'opérateur et fournisseur d'électricité, voire de gaz. Donc c'est 80 agriculteurs qui ont fait appel à Énergie France et qui ont signé des contrats sur 2 ou 3 ans. Et globalement, aujourd'hui, qui était plutôt assez serein sur cette période un peu stressante des coûts de l'énergie. Alors c'est toujours pareil, un contrat, c'est à quel moment on le signe, pour quelle durée. Donc c'est important d'être conseillé. C'est une matière qu'on n'avait jamais, un produit, une charge qu'on n'avait jamais trop l'habitude de négocier ou d'acheter parce que c'était plutôt naturel et automatique. Donc il faut se faire accompagner, on peut vous offrir ce service-là. Et puis ensuite, toutes les autres offres groupées, plutôt orientées avec un service national par la FNSEA, c'est tout ce qui est caméra de surveillance, et il y en a besoin malheureusement. Les effaroucheurs, ça a déjà été évoqué, tout ce qui est éclairage. Les EPI aussi, on a des propositions intéressantes à vous faire. Et le stockage des citernes par des partenaires qui sont négociés à prix intéressant pour vous.
Donc le seul message à vous dire, n'hésitez pas à remonter vos attentes, vos besoins. Et en ligne actuellement, via le site de la FDSEA de la Marne, vous avez une enquête. Vous pouvez remplir une enquête en ligne sur vos attentes de la carte moisson pour vous au quotidien. Merci Michael. Je pense que le point qui m'importe le plus, enfin tous les points sont importants, mais la dérogation du temps de travail, je pense que c'est un point important. Tous les ans, je sais que tu passes beaucoup de temps sur ce dossier-là. C'est pas toujours facile à convaincre des gens qui n'ont pas le même rythme de travail que le nôtre, avec la saisonnalité, le besoin de récolter quand il fait beau et sec, et donc un besoin d'avoir finalement des bras et de la main-d'œuvre pendant un peu plus que 35 heures par semaine. Et je pense que c'est un point important. C'est aussi la réussite de nos exploitations. Sans salariés qui peuvent être un peu plus présents, je pense qu'on n'arriverait pas à faire nos récoltes. Et puis la carte moisson qui est le petit plus à l'adhérent, je pense que c'est très important. C'est profiter aussi des différentes offres qui peuvent vous être proposées et qui finalement apportent un plus et parfois des idées intéressantes. Sébastien, je te laisse la parole pour finir sur le dossier acquis sociaux, les SWET. Merci Laurent, bonjour à toutes et tous. Alors au niveau social et fiscal, les questions sont largement travaillées par la FNSEA. Et dans la Marne, AS Entreprises et FDSEA Conseil contribuent régulièrement aux réflexions et propositions syndicales en apportant leur expertise et leur analyse. Nous noterons 3 avancées majeures sur le volet social en 2022. Le calcul des retraites se fera désormais sur la base des 25 meilleures années travaillées et non plus sur l'intégralité de la carrière. C'est enfin une reconnaissance pour la FNSEA qui s'est battue pendant des années sur ce sujet. Ce n'est que justice quand on sait que les agriculteurs étaient les derniers à appliquer cette méthode de calcul. Nous avons également la revalorisation des faibles pensions de retraite agricoles qui passent de 75 à 85% du SMIC et l'amélioration du statut du conjoint d'exploitation. Sur le plan fiscal, vous retrouverez dans le dossier toutes les avancées fiscales. On peut retenir le dispositif de la déduction pour épargne de précaution qui est assoupli et reconduit jusqu'en 2025. Donc ça permet d'en mettre de côté les bonnes années. La prorogation des crédits d'impôt bio, HVE et glyphosate jusqu'au 31 décembre de cette année. Le maintien du remboursement partiel de la TICPE et l'augmentation du seuil d'exonération partielle des droits de mutation sur les biens ruraux et des parts de GFA également. Donc ça me fait la transition avec les GFA mutuelles. Merci. Donc les GFA mutuelles, c'est la solution mutualiste pour le portage du foncier. Alors pour les Marnais qui sont là, c'est pas quelque chose de nouveau. Tout le monde devrait le connaître, à moins d'avoir été confiné un peu trop longtemps et coupé du monde. Mais ça fait 50 ans que ça existe dans notre département quand même. Donc depuis plusieurs années, on a environ 150 hectares qui sont achetés par les GFA mutuelles. Cette année encore, environ 50 arts de vignes. 70 hectares qui ont été reloués. Donc tout ça qui a permis de conforter 14 nouveaux fermiers pour les GFA mutuelles. Vous avez le chiffre, c'est 3800 hectares qui sont portés par les GFA mutuelles. Ce n'est pas une volonté de s'agrandir à tout prix, mais c'est de répondre à des demandes pertinentes. Et cette année, on notera l'installation d'un jeune hors cadre familial qui a été porté par 4 GFAM locaux, à côté de Vanneau-le-Châtel, pour 66 hectares au total qui ont été achetés par ces 4 GFA mutuelles. Comme il faut rattraper le temps, il me reste le dossier des SOET. Ça fait 8 ans qu'on porte ce dossier sous l'impulsion du président cantonal de la FDSEA. C'est au pied de la sucrerie de Bazancourt. On a une convention d'occupation précaire sur cette zone qui était portée par la CCI pour un développement industriel artisanal qui se fait encore attendre.
ça commence à construire quand même. Donc, aidé par le partenariat avec la CCI, pour qui quand même on fait l'entretien des parcelles, donc ça évite aux chardons de pousser indéfiniment. On a un partenariat avec les coopératives qui nous vendent à prix coûtant ou qui nous cèdent des semences, et puis du bénévolat des agriculteurs locaux. Ça a permis, sur la récolte 2021, donc versée en 2022, 25 000 € à 3 associations. Réagir, qui aide les agriculteurs en difficulté. L'AXIR, qui est un partenariat entre les agriculteurs de l'ex-Champagne-Ardenne et de plusieurs pays africains. Et puis la Banque alimentaire de la Marne. Donc 25 000 € ont été versés en 2022 pour la récolte 2021, et pour la récolte 2022, ça sera environ 30 000 €. Voilà, donc merci à tous. J'en profite, Madame Vautrin, nous donner l'autorisation. Si l'année dernière, enfin pour cette année, on nous a dit que vous preniez en charge les routes, et donc il ne fallait pas qu'on abîme les routes, donc on ne pouvait pas faire de betteraves. Bon, j'espère que l'année prochaine, on aura le droit de faire des betteraves. Vous donnerez l'autorisation à la CCI pour qu'on utilise les routes. Merci à toutes et tous. Ouais, merci Sébastien. Je pense que voilà, tu as terminé sur une belle action de solidarité, finalement valoriser du foncier qui est retiré de l'agriculture, qui n'est encore pas exploité en zone d'activité, et le transformer en action de production pour avoir une recette et la distribuer à des associations. Je trouve que c'est une belle initiative, et on peut remercier effectivement les agriculteurs du canton de Reims qui œuvrent pour mettre ça en place tous les ans. Donc nous venons de vous présenter un aperçu de notre rapport d'activité. Donc tout au long de l'année, les 12 sections et commissions sont au travail avec les délégués actifs, puisqu'en fait on a tous les délégués qui sont actifs et dans les cantons. On peut noter le dynamisme de 4 actions sociales, 4 sections sociales, pardon. La section des agricultrices, qui est particulièrement active et qui recrute de nouvelles déléguées. La section des fermiers, ô combien importante, puisque 80% des agriculteurs marnais sont fermiers, donc on est quasiment tous concernés par cette section. La section des propriétaires, qui est la 2e française, avec 900 adhérents propriétaires à la section, donc c'est assez important. Et donc un échange assez permanent entre les différentes sections, donc section fermiers et propriétaires, au sein de notre bureau syndical. Et puis pour terminer, la section des anciens, qui compte aussi beaucoup d'adhérents, qui compte 1300 adhérents. Et puis je ne reviens pas sur ce que Sébastien a évoqué, mais voilà, l'évolution du niveau de retraite et puis les 25 meilleures années, qui étaient importantes et travaillées depuis longtemps. Avant de terminer, je tiens à vous rappeler la disponibilité des élus et des collaborateurs. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, il y a toujours un élu proche de vous. Une question, un problème, nous sommes bien évidemment disponibles. Nous passons notre information chaque semaine. Vous recevez l'Actu Marne, en général le jeudi, mais aussi en fin de semaine la Marne agricole, ou en mode papier ou en mode dématérialisé. Nous avons aussi nos pages Facebook FDSEA et Facebook Dynamique Projet, donc n'hésitez pas à vous y abonner pour suivre notre actualité. Et puis notre nouveau site internet qui a été mis en place l'année dernière, donc beaucoup plus sympa, beaucoup plus facile d'utilisation, avec naturellement toutes les actualités, les dossiers syndicaux. Donc ce site est aussi le vôtre, je vous invite à le consulter. Donc je vais avoir terminé sur le rapport d'activité. Je vais passer à la période remerciements. Je pense que c'est important de remercier toute l'équipe d'animation, donc qui est animée par Catherine. Je pense que Catherine met en place finalement tout ce que les élus peuvent réfléchir dans les différentes réunions. Et puis le duo essentiel entre élus et collaborateurs. Je pense que c'est important. Donc je n'ai pas l'habitude de le faire, mais cette année je vais le faire. Je vais remercier un petit peu chacun, puisque chacun œuvre. Donc je remercie Antoine qui est sur le dossier foncier, et on sait que c'est un dossier ô combien important, avec parfois des animosités personnelles et des rancœurs. Donc c'est un dossier quand même sensible, on va dire. Donc je remercie pour le travail. Guillaume qui est sur le développement adhésion et l'arrondissement de Reims. Donc le développement adhésion, c'est aussi préparer notre fédé demain, maintenir le taux d'adhésion. Donc c'est un point important. On a naturellement un écrêtement de nos cotisations par le départ en retraite et la restructuration. Donc il faut travailler ce point-là.
La cible aujourd'hui, on cible énormément les moins de 40 ans, rencontrer les moins de 40 ans pour essayer de les fidéliser à notre FDSEA. Laetitia qui œuvre beaucoup pour la PAC. Je pense qu'elle nous a défriché le dossier PAC dans tous les sens et nous a permis finalement de donner les réponses aux uns et aux autres. Je pense que les 500 appels et les réponses qu'on a pu donner, c'est parce qu'elle a quand même beaucoup défriché ce dossier-là. Et elle est aussi sur un dossier sensible qui est la faune sauvage, donc très important. Je remercie Mathilde aussi qui est sur le dossier environnement, irrigation et club agriculture bio. Donc voilà, 2 dossiers présentés par Laurent et Mickaël qui sont importants. Hein. L'environnement où on voit bien qu'il y a des évolutions à donner à nos exploitations, mais en maîtrisant les contraintes et la capacité à produire. Et puis l'irrigation qui est finalement un sujet sensible et qu'il faut aussi prendre des décisions et des orientations pour maintenir le potentiel de production sur nos exploitations. Je remercie aussi Béatrice qui est sur la promotion des métiers, la communication positive et la section des agricultrices. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la communication, un point important. Expliquer notre métier qui est souvent mal connu par nos voisins, mais aussi par nos élus parfois. On a un métier complexe et souvent, alors nous on a des élus de territoire, ils connaissent notre métier parce qu'on les emmène régulièrement, ils le connaissent bien. Mais à Paris, il y a quand même des gens, il ferait bien de prendre les baskets et les bottes et de temps en temps venir sur nos exploitations. Je pense que ça les remettrait dans la réalité des choses. Je remercie aussi Ludovic qui est sur le dossier production animale, club méthanisation et photovoltaïque et élevage. Donc des dossiers aussi très importants hein, avec l'évolution qu'on doit apporter sur les productions animales. Je remercie Caroline et Morgane qui sont sur le dossier carte moisson, donc ce qui vous a été présenté tout à l'heure, avec l'objectif d'avoir un maximum d'offres à apporter à nos adhérents. Je remercie aussi Léa sur le groupe Dynamique Projet, Club Agriculture de Conservation, événements et concours. Je pense qu'elle a organisé un super voyage pour ceux qui ont participé la semaine dernière. Un voyage d'études qui permet aussi de s'ouvrir et d'aller voir d'autres agricultures et d'autres techniques. Je pense que c'est aussi des points importants. Je remercie Zoé qui est sur la section des anciens. Voilà, il faut accompagner nos 1300 adhérents anciens. Donc il y a du travail. On est heureux de les avoir au sein de notre FDSEA. Et puis Stéphanie, Natacha et Sophie qui sont les assistantes qui sont aux multiples fonctions puisqu'elles sont sur tous les fronts. Je pense que ce qui est important dans l'équipe qu'on peut avoir, c'est que finalement ils mettent en action et en musique tout ce que les élus peuvent décider en termes d'action et sans eux, nous n'arriverions pas à mettre en place tout ce que la FDSEA de la Marne est capable de mettre en place. Et puis aussi, je vais terminer par vous remercier, vous les chers adhérents. Parce que aussi, c'est grâce à votre adhésion, si on peut avoir toute cette équipe de collaborateurs, sans votre adhésion, notre FDSEA serait aussi réduite à rien. Donc merci à tous. C'est ce qui nous permet aussi de défendre nos dossiers et de mettre en avant les valeurs de notre métier. Voilà, j'en ai terminé. Je remercie aussi les 4, Mickaël, les 2 Sébastien et Laurent qui m'ont accompagné. Et puis je laisse la parole à Hervé avec quelques minutes de retard. Merci à tous.